Je sais pas si vous êtes au courant, mais en ce moment en France, il y a les grèves. On prend la Bastille. On fait la révolution. Mais ne vous inquiétez pas, ne partez pas de la vidéo, on va pas parler des grèves, on va parler de manga. J'étais posé chez moi, tranquille, j'étais sur YouTube, je regardais des shorts, El Famoso, et je tombais que sur des shorts de grève où il y avait des gens qui brûlaient des trucs et des cas extrêmes. La révolution. Et je me suis imaginé ça automatiquement dans le monde de One Piece. Je sais pas pourquoi, c'est le premier truc qui m'est venu. Et du coup je me suis dit, est-ce que ça serait pas drôle en vidéo de prendre 3 mangas et d'imaginer un cas de grève dans ces 3 mangas. Pour simplifier les choses, dans la suite de la vidéo, on va plutôt parler de révolution, voilà, comme ça sera plus simple. Mais avant de continuer, j'aimerais que vous vous abonniez, parce que vous êtes plus de 97% à ne pas être abonné et à regarder mes vidéos, et c'est choquant. Donc si vous voulez plus de contenu de qualité, et plus de contenu tout court, n'hésitez pas à vous abonner, ça sera bénéfique pour tout le monde. C'est 2 clics, abonnement, la cloche, et on n'en parle plus. Sur ce, place à la vidéo. Bon alors, je m'explique. Comment on va faire? On va prendre un manga. Bien sûr, je fais une petite aparté pour vous dire que je vous conseille d'être à jour aux 3 animés qu'on va voir aujourd'hui, parce que sinon vous allez être spoilé. Donc si vous n'êtes pas à jour, soit allez voir l'animé qui vous intéresse, il y aura le timecode, soit vous ne regardez pas la vidéo. Bref, on reprend avec la vidéo. On va définir les différents types de personnages qu'il y a dans ce manga. Gros résumé, hein, donc bien sûr j'irai pas dans les détails, donc ça sera très grossier. Donc vous pourrez cliquer dans les commentaires si vous voulez. Et on va prendre un personnage ou un groupe de personnages qui viendra imposer une règle ou juste une sorte de dictature ou quoi que ce soit qui peut déclencher de la colère ou une envie de révolte chez un autre groupe de personnages. On va commencer par One Piece, je trouve que c'est le meilleur manga pour commencer cette série de vidéos, mais d'abord, One Piece, qu'est-ce que c'est? Dans ce manga, on suit l'histoire d'un jeune garçon du nom de Mon, qui dit Luffy, qui décide de devenir le roi des pirates. Pour ce faire, il va devoir trouver un grand trésor nommé le One Piece, qui a été laissé par l'ancien roi des pirates, et il va donc décider d'aller en mer, c'est en mer qu'il va rencontrer plein de Nakama, les faire rejoindre son équipage, et avec ces Nakama, il va affronter des ennemis de plus en plus forts, pour se rapprocher de plus en plus de son rêve ultime qui est de devenir le roi des pirates. One Piece est un résumé, maintenant je vais vous expliquer les différents groupes qu'on a dans One Piece. Grossièrement, on a la marine, les pirates et les civils. Bien sûr, chacune de ces catégories possède des sous-catégories, Shichibukai, Yonko, Amiral, CP0, tout ce genre de bordel, mais on va pas aller dans les détails parce que sinon la vidéo sera que One Piece en fait. Alors pourquoi One Piece? Parce que c'est une bonne et une mauvaise idée, c'est-à-dire que One Piece, on a déjà eu des cas de révolution, on a eu Alabasta, Dressrosa et plus récemment, et peut-être le plus parlant dans cette vidéo, Wano Kuni, donc limite One Piece n'a pas de place dans cette vidéo parce que c'est déjà fait en soi. Mais je prends One Piece car je pense qu'il sera un bon exemple pour la suite de la vidéo, pour que vous compreniez dans quoi on veut aller. Alors, pour imaginer notre révolution, on va imaginer un petit scénar, mais on va pas prendre un pirate, hein, parce que ça, des pirates qui foutent de la merde sur une île et du coup, révolution, bagarre, ça se fout sur la gueule. Non, on va essayer d'être original et on va prendre plutôt un membre des forces de l'ordre de One Piece, hein, l'équivalent de la police, c'est-à-dire la marine, et on va prendre pas n'importe quel groupe de personnages, on va prendre le Gorosei. Le Gorosei en a marre, il y a trop de pirates sur les îles, ils foutent la merde, ils font peur aux civils, bref, il faut s'en débarrasser. Comment faire? Eh bien c'est très simple, on va renforcer les forces de la marine sur toutes les îles, et en plus de ça, si jamais il y a un pirate qui résiste aux ordres de la marine sur cette île, et aux attaques de la marine, dans ce cas-là, le Buster Call sera plus facilement appliqué, et donc il se recevra un Buster Call tout simplement. Donc il y a la menace du Buster Call qui est en jeu. La nouvelle se répand, et elle ne se répand pas n'importe où, elle se répand sur une île du Nouveau Monde, où il y a un pirate qui, contrairement aux autres pirates, lui, protégeait cette île en fait contre les autres pirates, car c'était une île très fréquentée dans le Nouveau Monde, parce qu'elle était située dans un bon endroit, et du coup beaucoup de pirates passaient. Donc lui, vu qu'il était né là, et qu'il était assez puissant, il était protecteur de cette île, mais à cause de cette nouvelle loi, certes les gens de la marine il peut les battre assez aisément, mais si jamais un jour il y a un Buster Call, non seulement il s'en sortira pas, mais en plus l'île sera rasée comme Ohara a pu être rasée à l'époque. Donc pas le choix, prend sa décision, il s'en va de l'île et laisse les villageois à leur propre sort, il n'a pas le choix, c'est ça où on se prend un Buster Call dans la gueule. Bref, ceci étant fait, les pirates qui arrivent sur l'île maintenant qu'il n'y a plus aucun protecteur, il faut de la merde. Ils attaquent les villageois, ils pillent, ils volent, bref. On voit que la solution de la marine ne fonctionne pas trop.
Mais ces pirates ne restent pas assez longtemps pour qu'il y ait un Buster Call, ils viennent moins de 24 heures, ils font leur merde, ils voient que la marine arrive, ils s'en vont. Donc la marine se dit que c'est une bonne idée parce que les pirates partent, mais les villageois, eux, subissent quand même les problèmes liés aux pirates. Jusqu'au jour où un équipage arrive, et pas n'importe quel équipage. Les villageois voient au loin un drapeau noir avec un chapeau de paille dessiné dessus. Il s'agit ni plus ni moins de l'équipage au chapeau de paille qui arrive sur cette île. Arrivé sur cette île, les villageois ont peur de Luffy et les autres, mais voient très vite que ce sont des pirates similaires aux pirates qui les protégeaient eux, c'est-à-dire des pirates gentils, on va dire entre guillemets. Et du coup, Luffy et son équipage, eux aussi, en parlant avec les villageois, et en voyant qu'il y a beaucoup plus de membres de la marine qu'à l'époque, vont vite apprendre tout ce qui s'est passé du coup avec le choix du Gorosei et le fait que l'homme soit parti et que le village soit dans la merde. Et Luffy va donc tout simplement, en tant que maintenant Yonko, maintenant c'est un Yonko, il va planter son drapeau et prévenir la marine et pouvoir prévenir aussi tous les pirates qui pourraient passer par là. Cette île appartient à Monkey D. Luffy, le futur roi des pirates. Ceci étant fait, Luffy va repartir et on constatait que à l'arrivée des pirates, quand ce drapeau sera mentionné, ce nom également, les gens sont beaucoup plus calmes, les pirates sont beaucoup plus calmes et s'en iront. Bien sûr, la marine n'apprécie pas ça et va donc souvent arriver et essayer d'enlever les drapeaux, mais les civils ne laisseront pas faire et remettront à chaque fois un drapeau. Bref, ça sera un cercle vicieux, mais au moins le village ne subit plus trop d'attaques de pirates. Alors cette histoire est assez brouillonne, on voit qu'il y a potentiellement des incohérences, mais dans cette vidéo il va falloir qu'on fasse des résumés simples, efficaces, et c'est pour ça que rien ne sera parfait, donc n'hésitez pas dans les commentaires à dire si vous aviez conseillé comment vous auriez préféré l'histoire et autres. Mais bref, dans cette histoire on voit la marine qui est l'équivalent de la police est censée faire régner l'ordre, mais n'y arrive pas, parce que les pirates il y en a beaucoup trop dans l'univers de One Piece, et on voit que certains pirates peuvent avoir une autorité, mais l'histoire aurait très bien pu se finir où il n'y a pas Luffy et du coup le village se fait juste attaquer par des pirates en boucle, bref, un cercle infernal quoi. Mais bon, dans mon histoire j'ai voulu inclure Luffy et faire une petite référence à l'île des hommes poissons quand Luffy a pris du coup l'île des hommes poissons, et aussi au fait que les Yonko peuvent avoir une certaine autorité sur le monde. One Piece étant fait, et maintenant que vous avez une idée de ce qu'on va faire dans cette vidéo, je vous invite à continuer avec le prochain manga. Parlons de Boruto. Alors, dans ce manga, nous suivons l'histoire du fils de Naoto Uzumaki et de Hinata Hyuga qui s'appelle Boruto et qui vit dans l'ombre de son père devenu fraîchement Hokage. Durant le manga, il va essayer donc de surpasser son père afin de sortir de son ombre, et c'est en faisant cela qu'il va découvrir le monde des shinobi et devenir lui-même un shinobi de plus en plus fort. Dans mon histoire, on va prendre, techniquement, il y aura les shinobi et les civils, aussi simple que ça. Les shinobi auront les rôles de la police et autres, et les civils, c'est juste des civils quoi. Et on va se contenter de ça. Il y aura des ennemis banals aussi, mais ça sert à rien de les catégoriser. Ici on prendra pas trop de groupes d'ennemis comme l'Akatsuki ou les Otsutsuki ou autres, parce que sinon ça passerait trop long pour la vidéo je pense. Dans notre histoire, nous prenons la suite directe de ce qui se passe dans les chapitres. Si vous n'avez pas lu les chapitres récents, je vous invite à aller voir ma vidéo. Ici, Naoto Uzumaki n'est plus. Il n'y a alors plus de Hokage pour surveiller le village, il faut momentanément le remplacer. Alors le monde entier se tourne vers Shikamaru, du moins tout le village pense à Shikamaru, mais celui-ci ne veut pas être Hokage, celui-ci veut juste assister le Hokage. Il va donc engager Sasuke pour aller chercher une certaine personne. Sasuke se met alors en route et après plusieurs jours de voyage, ça y est, il est face à Orochimaru. Alors, il va donc proposer à Orochimaru de devenir momentanément le Hokage du village de Konoha. Ce à quoi Orochimaru répond un non, assez simple et même en ricanant, il trouve cette proposition stupide, mais alors Sasuke va lui sortir une ribambelle d'arguments et va lui expliquer tout ce qui se passe et comme quoi ça ne sera que momentané, ça ne durera pas très longtemps car il sait comment aller récupérer Naruto. Il a juste besoin de quelqu'un qui puisse s'occuper de la paperasse et de tout ce qu'il y a à faire au village et qui serait une force assez puissante pour surveiller le village en cas de danger. Orochimaru est très sceptique, mais pour expier ses fautes du passé et en tant qu'hommage
à son ami Tsunade qui faisait partie de son équipe. Il décide alors d'accepter et de devenir momentanément Hokage. De toute façon, c'est que momentanément, donc il sait que ça s'éternisera pas trop. Arrivé au village, l'annonce est faite, Orochimaru est devenu le 8e Hokage. Bien évidemment, une partie du village accepte difficilement, mais l'autre partie n'est pas du tout d'accord et il y a alors des mouvements de foule. Des gens sont dans les rues de Konoha et sont contre Orochimaru finalement. Il y a même eu des tentatives d'assassinat contre Orochimaru, mais ce n'est pas les seuls à pas être d'accord avec ce nouveau choix. Il y a également les Kage des autres villages qui sont un peu contre l'idée, mais durant une discussion entre Kage, Sasuke va leur sortir les mêmes arguments qu'il a sorti Orochimaru, et alors les autres Kage vont lui dire écoute, tu as tel nombre de temps et après on en rediscutera si c'est toujours pas réglé, si Naruto n'est toujours pas de retour. Et du coup, ça s'arrête sur ça, Sasuke s'en va et décide de former une équipe composée de Sakura, lui et de Sai, afin d'aller faire un peu le tour des villages pour essayer d'apaiser les foules le temps que les choses, le temps que Naruto revienne et tout simplement le temps qu'il y ait le bordel quoi. Ceci étant fait, les foules se calment un peu, à Konoha du moins les tensions sont plus calmes, maintenant il y a plus des messes basses, mais malgré le fait que tout se soit un peu stabilisé et calmé, il y a quand même, on est quand même dans une période de tension où on a perdu un très bon Hokage et qui a été remplacé par un Hokage en qui les gens n'ont pas du tout confiance. Voilà pour l'histoire de Boruto. Alors dans l'histoire de Boruto, c'est assez proche de... J'ai essayé de faire quelque chose assez proche de chez nous, et en même temps en faisant des références à... au manga, où par exemple le fait d'aller voir Orochimaru, c'était pour... vu que Jiraiya avait été chercher Tsunade, et je trouvais ça chouette de reprendre un des trios légendaires dans cette histoire. Surtout Orochimaru, parce que c'est pas un personnage apprécié, enfin c'est pas un personnage... Si, enfin moi j'apprécie beaucoup le personnage, mais dans l'univers, il a foutu quand même pas mal de bordel. Mais bref, je trouvais que le fait que dans le manga Naruto ait disparu, c'était le moment parfait pour théoriser en plus de ça sur qu'est-ce qui pourrait se passer au niveau de la place de Hokage, parce que du coup la place est vacante. Donc bien sûr, je pense pas que dans le manga Boruto, Orochimaru prendra la place, sûrement pas. Pour moi ce sera Shikamaru ou Sasuke ou quelqu'un d'autre, mais pour l'instant c'est les deux qui me semblent le plus probable. Mais du coup, oui, on voit que ça serait assez proche de ce qui se passe dans la vraie vie, c'est-à-dire que le village de Konoha est en grève, quoi, un équivalent de grève, c'est-à-dire les villageois montrent leur mécontentement, mais d'une manière plus abusée, dans le sens où c'est un monde où il y a des ninjas et où plus de personnes ont accès à des compétences assez spéciales. Et je me suis inspiré du film, le film 4, j'ai oublié le nom du film, mais où Naruto finit en prison pour une fausse accusation, où on voit que le Hokage se fait attaquer par... le Raikage, pardon, se fait attaquer par un mec déguisé en Naruto. Donc voilà, petite référence... Maintenant, je vais laisser la place à un camarade, et oui, car pour ce 3e manga, je pense que quelqu'un est mieux placé que moi pour en parler, et c'est à lui que je vais laisser la parole pour vous décrire ce manga. Maintenant, nous allons appliquer le même principe dans l'univers de Vinland Saga. Pour simplement résumer, Vinland Saga est un manga qui a été publié en 2005 par Yukimura Makoto. L'histoire se déroule en 1002, en Islande, où Thorfinn, le jeune fils d'un ancien et puissant guerrier repenti, cherche à venger la mort de ce dernier. Donc, au fil de l'histoire, Thorfinn cherche à venger la mort de son père en se lançant dans une quête personnelle de vengeance contre son meurtrier j'ai nommé Askeladd. Au cours de sa quête, il participa à plusieurs guerres sous les ordres de ces derniers, jusqu'au jour où il sera assez fort pour le défier. Il essaie à 3 reprises sans succès et malheureusement pour notre héros, Askeladd meurt. Thorfinn est sous le choc et perd toute rage et colère qui l'animait jusqu'à là. Il se retrouve donc vide et finit en tant qu'esclave. Dans cette histoire, nous suivons aussi l'évolution du prince Canute et c'est de celui-ci que nous allons parler maintenant pour théoriser. Bon, c'est tout pour la saison 1. Maintenant, on va parler essentiellement de la saison 2, donc attention au spoil. Même si je parle pas de Thorfinn, on va quand même aborder quelques points importants, donc dans le doute, faites attention à vous. Dans la saison 2, Canute possède l'Angleterre et devient roi après avoir empoisonné son grand frère Harald, qui lui lègue le Danemark. Donc Canute détient l'Angleterre et le Danemark, et il a une très grande armée qui lui permet de garder le contrôle dans les deux pays. Mais là est le problème. Canute commence à manquer de financement pour son armée, et justement, en discutant de ce problème-là avec son conseiller, le premier choix qui vient, et un choix assez simple, c'est augmenter les impôts. Mais d'après son conseiller, augmenter les impôts semble être dangereux à première vue, car ça fait peu de temps que Canute est couronné roi, et le peuple pourrait se rebeller, ou en tout cas pas être content et perdre confiance directement en ce nouveau roi. Et malgré ça, Canute dit
qu'il pourra garder probablement le contrôle, vu qu'il aurait malgré ça du coup une grande armée. Mais dans l'autre choix, du coup, s'il décide de ne pas augmenter les impôts, le problème serait probablement plus grand. S'il n'augmente pas les impôts, il perdra du coup, en tout cas devra diminuer les effectifs de son armée. Et cela veut dire que il sera du coup que les deux pays qu'il possède seront moins bien protégés. Vu qu'il se situe au Danemark, on peut assez logiquement théoriser sur le fait que la plupart de son armée sera au Danemark à ses côtés et que du coup le reste des effectifs qui sont en Angleterre seront réduits. Et du coup, ça laissera plus de possibilités aux pays voisins de reprendre l'Angleterre. Du coup, c'est là où est le danger sur une potentielle rébellion qui n'arriverait pas, mais néanmoins diminuerait l'effectif de l'armée de Canute qui du coup lui ferait probablement en tout cas perdre l'Angleterre. Du coup lui ferait revenir un peu à la case départ de là où il était dans le début de la saison. Je vous laisse découvrir son choix dans du coup l'épisode, je sais pas quel épisode précisément, mais je vous laisse découvrir la suite de la saison 2 pour voir quel choix il prend. Comme on peut le voir dans ces trois univers qu'on a choisis, l'équivalent des grèves serait beaucoup plus grave que chez nous. Là où chez nous il y a des mouvements de foule dans les rues, à la rigueur quelques trucs en feu à droite à gauche, là ça serait carrément beaucoup plus abusé car c'est pas aussi cadré que dans la vraie vie. Dans le monde de One Piece, il y a des pirates qui sont libres, qui font ce qu'ils veulent, qui ravagent des lieux sans vergogne, enfin sans pitié quoi. Dans le cas de Naruto, les gens ont beaucoup plus de pouvoir que dans notre monde, hein. N'importe qui peut avoir du ninjutsu et faire des katones à droite à gauche. Et dans le cas de Vinland Saga, c'est une autre époque et donc d'autres méthodes. Mais du coup, je trouvais cet exercice très intéressant. Là, il a été fait assez légèrement, dans le sens où j'attends de voir si le concept vous plaît. Et bien sûr, je ne peux pas faire une vidéo trop longue, du coup, je ne peux pas aller trop dans les détails. Mais donc, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire comment vous aimeriez ou quelle idée vous auriez pour ce style de vidéo. Et tout simplement, si le style vous plaît, on peut en faire d'autres. J'ai déjà pas quelques idées. Mais bref, sur ce... Moi je vais vous laisser, j'espère que la vidéo vous aura plu, j'ai hâte de voir vos retours. L'abonnement ça me ferait plaisir, le like également et le partage avec la petite cloche bien évidemment, bande de chacals. Sur ce, à la semaine prochaine pour une analyse de chapitre ou autre. Bye tout le monde.